On a envie de se réjouir de bons chiffres quand même, de plus ou moins bonnes nouvelles. Avec Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexecode, bonjour. Bonjour. Une croissance française qui a été meilleure que prévu au troisième trimestre, plus 0,3% selon cette première estimation. Bon, en fait, c'est qu'elle a été moins catastrophique que les autres, peut-être, par rapport à cette zone euro qui peine. Ce qu'on va regarder, c'est pas spécialement ça, mais c'est plutôt... de quoi elle est composée, cette croissance française, en fait? Qu'est-ce qui a changé? Où sont les balbutiements aussi d'un véritable changement dans sa composante, dans les moteurs de la croissance? Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de changements dans les moteurs de la croissance. C'est-à-dire que l'on voit depuis maintenant 3 ans à peu près, un régime de croissance qui est assez partagé, où vous avez un fort soutien qui vient de l'investissement et une consommation qui est plutôt en retrait. Ça, c'est l'observation que l'on peut faire depuis 3 ans à peu près. Et en gros, si je prends une métrique assez simple, on se rend compte que l'investissement a expliqué la moitié de la croissance qui est intervenue depuis 3 ans, alors que le poids de l'investissement dans le PIB n'est jamais que de 1/4. Donc, vous avez une surreprésentation de l'investissement dans l'explication de la croissance. Ça se voit encore au troisième trimestre. Et alors, s'il y a des secteurs qui sont surreprésentés, ça veut dire qu'il y en a qui sont plutôt en retrait. La consommation a été en retrait jusqu'à présent. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de repérer les petits signaux à bas bruit, d'une certaine manière, que l'on peut voir. Alors, du côté de la consommation, il y a 2 éléments qui m'apparaissent tout à fait marquants, frappants même. C'est d'un côté la consommation de biens. Cela faisait 6 trimestres que la consommation de biens, des produits manufacturés notamment, était en recul. Et bien, pour la première fois au troisième trimestre, il y a eu une progression de la consommation de biens et une progression quand même assez vigoureuse, de l'ordre de 4% en rythme annualisé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer et c'est cohérent avec ce que disent les ménages quand on les interroge tous les mois par l'intermédiaire de l'INSEE, quand on les interroge notamment sur l'opportunité qu'ils voient à faire des achats importants. Eh bien, cette proportion de ménages qui vont faire des achats importants, en tout cas qui ont l'opportunité à leurs yeux de le faire, eh bien, cette proportion est en train de monter. Donc, voilà, il y a des choses qui sont assez positives du côté de la consommation des ménages, et c'est normal quand vous avez une progression du pouvoir d'achat qui sera 2 fois plus importante que la progression du PIB en 2019. Il y a eu des mesures de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat va progresser de 2,3% cette année. Ça veut dire que, bon, les Français ont été prudents, d'abord du côté de l'épargne, et on attend que ça soit injecté justement dans cette croissance véritable. C'est ça qui peut porter aussi la suite, le 4e trimestre et la suite encore? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu, dans un premier temps, une augmentation de l'épargne. Mais parce que la nature du soutien du pouvoir d'achat était une nature fiscale. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément spontanément dépensé par les ménages. Mais cela prend un peu plus de temps, mais cela se retrouve in fine dans la consommation. En gros, l'essentiel des stimulations de pouvoir d'achat se retrouve dans la consommation. Donc oui, transitoirement, on a une augmentation du taux d'épargne. On imagine que le taux d'épargne ne va pas refluer, mais comme l'accélération du pouvoir d'achat est toujours là parce que les prix ralentissent encore, on l'a encore vu ce matin, parce que l'emploi est quand même dynamique et c'est quand même ce sont quand même les revenus d'activité qui font l'essentiel du revenu des ménages, et bien on a les éléments qui sont quand même plus propice désormais à avoir un peu plus d'accélération de consommation. La France résiste un peu mieux parce qu'elle a une économie, disons, plus qualitative, ou c'est lié à la structure même de son économie par rapport au reste de la zone euro, par exemple? Oui, mais c'est en fait ce que l'on a quand la croissance mondiale ralentit, c'est ce que l'on n'a pas quand elle accélère. En gros, c'est notre structure qui est moins tournée vers l'extérieur, qui est moins industrielle aussi, nous rend beaucoup moins sensibles aux phases d'accélération comme aux phases de ralentissement du commerce mondial. Donc, on monte moins haut, on tombe moins bas. Et c'est tout à fait l'expression de ce que l'on voit en ce moment. On va se tourner un peu outre-Atlantique parce qu'on a eu aussi quelques chiffres mis en perspective avec une décision de Jerome Powell aux États-Unis. On attendait la récession et elle n'arrive pas, la récession. On est plutôt dans le cadre d'un ralentissement, d'un atterrissage de la croissance. On est quoi, à 1,9%? Il n'y a pas de catastrophe ni de catastrophisme. Non, non, mais à Rexecode, on dit que depuis pas mal de temps qu'il y a un ralentissement de la croissance américaine qui est là, mais pas de récession. Pas de récession parce que vous avez encore des facteurs objectifs de soutien de l'activité qui sont présents.
Et on le voit bien, on retrouve aux États-Unis quelque chose qui est tout à fait remarquable, qui est une consommation qui est extrêmement résiliente. C'est quoi? Ça représente les 2 tiers justement de... Oui, en fait, sur un an, la consommation représente plus que la croissance du PIB. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des postes qui commencent à freiner la croissance aux États-Unis. Ces postes, c'est la demande extérieure. Les exportations n'ont pas progressé, Ouais. elles avaient reculé au deuxième trimestre, elles n'ont quasiment pas progressé au troisième trimestre. C'est également l'investissement productif. C'était tout à fait frappant de voir combien l'année C'est là dernière, le bémol. l'investissement productif avait été fortement tiré à la hausse, notamment c'était les mesures fiscales de Trump, Oui. et vous aviez une accélération. Mais là, il y a eu l'effet est retombé. Voilà, le soufflet est en train de retomber. Et donc l'investissement a connu au troisième trimestre, son deuxième trimestre consécutif de recul. Alors, c'est des effets qui sont liés à Boeing. Il y a des effets qui sont de nature très, très conjoncturelle. Les investissements en matériel de transport reculent. Il en va de même pour les investissements dans l'exploitation pétrolière. Donc vous avez des phénomènes qui sont très particuliers. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau qui est en train de s'installer et que cette stimulation durable de l'investissement, de l'activité par les mesures fiscales de Trump, eh bien, cette stimulation n'est peut-être pas au rendez-vous. D'ailleurs, je signale un point quand même, c'est que ce ralentissement de l'investissement que l'on voit aux États-Unis, c'est aussi quelque chose qui semble plutôt se dessiner du côté français. Donc notre facteur de résilience est peut-être en passe aussi de s'atténuer. Donc il y aura une adéquation des deux systèmes. Sur justement, au vu de ces nouvelles publications de cet indicateur aux États-Unis, la Fed a logiquement acté un statu quo désormais. Il y aura plus de coups de pouce justement. Les chiffres ne justifient pas encore d'alimenter un coup de pouce sur la conjoncture. Déjà qu'il n'alimentait pas nécessairement la baisse qui est intervenue jusqu'à présent. C'était se mettre au diapason. Voilà. Oui, c'était se mettre au diapason. Voilà, en tout cas, la Fed a quand même réagi très rapidement. N'oublions pas c'était en décembre dernier, quand la Fed avait fait sa dernière hausse de taux, elle envisageait encore d'en faire 2 au cours de l'année 2019. Elle a radicalement changé de pied. Est-ce que pour autant les conditions de la croissance ont radicalement changé aux États-Unis ? La croissance a ralenti, elle ne s'est pas du tout effondrée. Et là, la Fed a probablement mangé désormais une bonne partie de ses marges de manœuvre. Merci Denis Ferrand. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut Rexecode. Merci. Merci.